Journée fatidique pour tout le monde. Pour Patton d'abord, bloqué par une tempête de neige. Exaspéré, il demande à son aumônier de composer une prière spéciale pour que le temps change. Et il lui dit, mettez Dieu de notre côté, c'est votre boulot. Une prière, les aviateurs alliés en auraient bien besoin eux aussi. Ils sont cloués au sol par le mauvais temps depuis le début de l'offensive. 22 décembre, journée fatidique pour Bastogne. Bastogne où les paras tiennent encore après 3 jours et 3 nuits de combats acharnés. Ce matin-là, pour la première fois, le front calme sous la tempête de neige. Un calme inquiétant. La veille, les paras ont appris que Saint-Vite, l'autre point d'appui au nord, était tombé. Désormais, ils sont seuls, complètement encerclés. Toute la matinée, les patrouilles de reconnaissance cherchent le contact. Que préparent les Allemands? Ils sont là, tout autour. 5 divisions maintenant. Plus divisions à se faire. Il faudra mourir en côté. À midi, au PC de la division, une patrouille amène 2 officiers allemands. Ils apportent un ultimatum. Ils tombent mal. Grâce à eux, le général Macauliffe, qui commande les paras, va devenir le Cambronne de Bastogne. They said, we have a surrender demand from the German commander. And they handed me the paper, one copy in English, one in German. I took the English copy and read it. And after I read it, I just said nuts. So they went out and typed it up to the German commander, nuts, signed the American commander. And Colonel Harper, who had brought in the surrender demand, took that message back to the Germans and handed it to them and took them back to the outpost line. The German colonel said, if this reply is favorable, I have authority to conduct further negotiations having to do with the surrender. And Harper said, if the reply is not favorable, it consists of the single word nuts. The German said, I understand English, but I don't understand nuts in this connotation. Harper says, it means the same as go to hell. Do you understand that? And the German said, yes, I do. 22 décembre, journée fatidique pour les Allemands. Bastogne résiste, Hitler n'avait pas prévu cela. Olmsted s'était donné 3 jours pour réussir son offensive. Il a déjà 3 jours de retard, pour lui c'est raté. Il n'y croit plus. Ce jour-là, le maréchal von Rundstedt a demandé à Hitler d'arrêter complètement l'attaque. Hitler refusa, il espérait toujours prendre Bastogne. Pendant que 3 divisions allemandes poursuivent le siège de Bastogne, 2 divisions blindées, la 2e Panzer et la Panzerlehr, repartent à l'attaque vers l'ouest, vers la Meuse. Et l'avance reprend, 60 km en 2 jours. 24 décembre, le peloton de tête du lieutenant von Zurmühlen se heurte aux Britanniques devant Rochefort. J'ai décidé d'attaquer par là. Mon ami qui commandait un autre groupe devait attaquer à mon signal de l'autre côté. J'ai attaqué. J'ai envoyé un fusil, mais les autres ne sont pas venus. J'ai dû m'arrêter. Qu'est-ce qui s'était passé? Après, j'ai retrouvé mon ami. Il m'a dit qu'il était embourbé. Mais longtemps après, il m'a avoué qu'il avait eu peur. Il avait eu peur des canons anti-chars, comme un récit. Qu'est-ce que vous avez pensé?
J'ai trouvé ça normal et humain. C'est toujours mon ami. La division Panzerlehr n'ira pas plus loin que ce pont. Le cœur n'y est plus. La route a été longue entre Moscou et Bastogne. Il y a une chose que nous refusions absolument. C'était de connaître le nom des nouveaux officiers. On ne voulait pas leur parler, avoir les relations personnelles, commencer une amitié. Parce que on savait que ces jeunes, très jeunes gens, sans expérience, n'avaient aucune chance de survivre. Il valait mieux pas les connaître. Alors, on restait entre nous, les anciens. Quel âge aviez-vous? 20 ans. Le lendemain, c'est Noël. Sombre Noël. Pour les Anglais et les Canadiens, c'est la trêve. Le temps d'une tasse de thé. Pour les défenseurs de Bastogne assiégés, ce Noël, c'est le pilonnage d'artillerie le plus terrible du siège. Pour les Allemands, ce Noël, c'est une cigarette américaine. Depuis le 15 décembre, on n'avait pas dormi. On a pu se reposer la nuit de Noël. Mais le lendemain, changement de décor. Le matin du 25 décembre, le ciel était clair, bleu. Pas un nuage. Et aussitôt, la grande attaque de l'aviation américaine. Ça a été absolument terrible. Rundstedt avait dit à Hitler, tout dépendra de l'aviation. Il ne s'était pas trompé. Pour Bastogne, il était temps. Les défenseurs n'ont plus un obus, plus une ration K, quand ils voient enfin arriver les vagues de Dakota. Et le lendemain, 26 décembre, en fin de journée, les avant-gardes des blindés de Patton, commandés par le colonel Creighton Abrams, brisent l'encerclement allemand et entrent dans Bastogne. Grâce à ceux de Bastogne, à ceux de Saint-Vith, à ceux de Malmedy, à ceux de Oufalise, à ceux de Stavelot, l'offensive Rundstedt est bloquée. Hitler est furieux contre ses généraux, contre le beau temps, contre le mauvais sort, contre l'aviation. Alors le 1er janvier 1945, il jette tous ses avions disponibles dans la bataille. 1000 chasseurs et bombardiers. Ordre d'anéantir l'aviation alliée.
trains anglais et les Thunderbolts américains réussissent quand même à abattre 300 avions allemands au cours d'une bataille aérienne qui dure 5 heures. Sur les 27 aérodromes de Belgique et de Hollande attaqués par surprise, combien d'avions alliés ont été détruits ou endommagés au sol ce jour-là? 200 avouent les Alliés, 700 prétendent les Allemands. La vérité, c'est que les Allemands sont encore très dangereux. Dans la nuit du réveillon, Hitler lance une nouvelle offensive, vers le sud, avec 5 divisions. L'opération Vent du Nord. Objectif, Strasbourg. Strasbourg de nouveau en danger. Strasbourg délivré le 23 novembre par le général Leclerc. Strasbourg, symbole même de la libération de la France. Et pourtant, le commandant suprême allié, le général Eisenhower, décide de ne pas défendre la capitale de l'Alsace. Pour lui, le problème numéro 1, c'est le saillant inquiétant des Ardennes. Aussi, il veut retirer les forces américaines d'Alsace pour consolider le flanc sud de Patton. Quant à la première armée française du général Delattre, elle se bat autour de la poche de Colmar, solide tête de pont que les Allemands tiennent encore de ce côté-ci du Rhin. Eisenhower envisage la situation froidement, du point de vue purement stratégique. Il décide de raccourcir le front et le 2 janvier, il donne l'ordre au général Devers d'abandonner Strasbourg. Le général Touzé du Vigier est envoyé immédiatement par De Gaulle auprès du général américain Devers qui est responsable du front d'Alsace. Il commandait le groupe d'armée et il était angoissé lui-même. Je l'ai trouvé extrêmement pris entre l'obéissance aux ordres du chef et les sentiments personnels qu'il avait, lui, car il m'a dit, mon général, je vous comprends bien les Français, car une de mes 2 grand-mères était strasbourgeoise. Alors, j'avais des larmes plein les yeux, et je sentais que ce homme-là était absolument martyrisé par la décision qu'il devait prendre, et qu'il devait suivre les ordres de son patron. Le 3 janvier au matin, les Américains commencent à exécuter ces ordres. Le premier à s'en apercevoir est un agent de police qui monte la garde sur ce pont, Henri Pachery. Au courant de la matinée, vers 10h ou 11h, une Dodge est passée et a ramassé, si je puis dire, le MP qui était avec moi. Je me suis retrouvé tout seul. Eh bien, c'est ainsi que nous avons compris que nous étions tout seuls à Strasbourg, car effectivement, nous étions seuls. Et la population, comment est-ce qu'elle a réagi? Bien, la population, d'après ce que j'ai pu voir, la population était quand même apeurée, effrayée, par le fait même que ces gens-là, il faut les comprendre, et qui n'avaient pavoisé lorsque Leclerc est arrivé sur Strasbourg. Ils avaient pavoisé à toutes les maisons, il y avait des drapeaux tricolores, et d'un seul coup, on leur annonce ainsi que les Allemands reviennent sur Strasbourg. Avoir eu 6 semaines de liberté après 3 années de continuelle pression, de continuelle peur, et croire encore une fois qu'ils reviennent, c'était au-dessus de mes forces à moi. C'était une panique, une véritable peur comme je n'en ai plus jamais connue, ni les bombardements, ni rien, mais de savoir qu'ils vont revenir. Aussi, Madame Siegfried, avec des milliers de Strasbourgeois, suit vers l'intérieur, vers les Vosges, vers l'armée française, pour la 4e fois en 2 générations.
Dans Strasbourg à moitié désert, les FFI organisent la résistance. Et le général Duvigier, qui a été nommé gouverneur militaire de la ville, court à Paris alerter le général Juin. Juin qui m'a pris par le bras et au poste diplomatique, nous avons été voir ensemble le général de Gaulle, qui devant la carte m'a fait répéter ce que j'avais appris la veille au soir à Vittel. Je suis retourné très calme, comme toujours, bien son chef d'état-major, en disant, Juin, tu vas faire deux choses. Tu vas d'abord dire à Delattre de prendre dans sa zone Strasbourg et de prendre la défense de Strasbourg à sa charge. La deuxième chose que tu vas faire, tu vas me préparer deux télégrammes, l'un à Winston Churchill et l'autre à Roosevelt, pour leur dire que je prends la décision de défendre Strasbourg quoi qu'il arrive. Le 3 janvier, Churchill arrive à Paris en plein drame. De Gaulle et Eisenhower sont dressés l'un contre l'autre. Entre la politique et la stratégie, entre le bon sens et le sentiment, Churchill n'hésite pas une seconde. Aidé par lui, De Gaulle finit par convaincre Eisenhower. Il faut sauver Strasbourg. Et le général Delattre de Tassigny est chargé de défendre la ville. La première armée française descend alors des Vosges pour prendre la relève des Américains. Le temps presse. La radio allemande vient d'annoncer « Dans quelques jours, la croix gammée flottera de nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». Dès son arrivée, le général Delattre rassure la population. Strasbourg, délivré par les soldats français, sera défendu par les soldats français. Ce jour-là, 7 janvier, les Allemands ne sont plus qu'à 25 km au sud de Strasbourg. Ils se heurtent d'abord à la première division française libre, à peine arrivée, et qui se fait massacrer pour ralentir leur avance. Ils font quelques prisonniers, les survivants du bataillon du Pacifique, pratiquement anéantis. Puis dans la banlieue de Strasbourg, les FFI de la brigade Alsace-Lorraine d'André Malraux subissent le choc sans reculer. Pour le général Delattre et le général Duvigier, la situation est très grave. Au sud, à Oppenheim, le sacrifice de la première DFL et celui de la brigade Malraux à Kraft ont permis de stopper l'avance ennemie. Mais dans le nord, dans la région de Kielstedt, les Allemands ne sont plus qu'à 13 km de Strasbourg. Le 21 janvier, la 3e division d'infanterie algérienne, les anciens de Cassino, lutte pied à pied contre une nouvelle attaque. De combat de la 2e DB, commandé par le colonel de Langlade et arrivé dans la nuit, intervient et brise l'élan des Allemands. Strasbourg est sauvé. Et 2 semaines plus tard, la poste de Colmar est liquidée. Le 11 février, le général de Gaulle peut venir à Strasbourg pour un tédéum à la cathédrale. Pour la libération de la France est gagnée. Elle a coûté cher pour arriver jusqu'ici, jusqu'au Rhin. Et la guerre n'est pas finie, loin de là. En arrivant sur le bord du fleuve, chacun sait, chacun sent que là-bas, de l'autre côté,
l'Allemagne encore redoutable se prépare pour le dernier combat. Au milieu des ruines, Hitler croit encore au miracle. Les armes secrètes. Oui, il les annonce depuis des mois, mais cette fois, ça y est, elles sont là. Hitler jubile. Vous verrez, nous allons détruire les armées alliées, et après, nous repartirons à la conquête du monde. Avec des avions qui volent 2 fois plus vite que tous les autres, et sans hélice, comme le Messerschmitt 262. Grâce à des moteurs à réaction, une révolution. Les meilleurs pilotes de la Luftwaffe s'entraînent déjà sur cet appareil, comme le major Wilhelm Herget, 72 victoires. C'était le mois février 45. J'ai vu la première fois cet avion et j'avais aussi tout de suite une chance pour voler et j'étais vraiment surpris sur la vitesse. Oui. Ici, c'est un instrument pour mesurer la vitesse et cet avion faisait presque 1000 km par heure et c'était dans l'année 45 l'avion plus vite du monde. Début 45, 2 groupes de chasse sont équipés de Messerschmitt 262, commandés par le général Galland, l'as aux 104 victoires. Encore un peu de temps, et ils auront bientôt l'avion fusée, le Messerschmitt 163, qui monte à 3000 mètres en 1 minute. Oui, les savants allemands font du bon travail. Et ce n'est pas tout. Sur une île perdue dans la Baltique, au nord de l'Allemagne, à Peenemünde, ils sont 2000 savants et techniciens, l'élite des universités allemandes, rassemblés depuis 10 ans autour d'un projet ultra secret. Parmi eux, un ingénieur, Helmut Habermann, et un professeur de physique, Otto Müller. Leur chef a 32 ans. C'est un jeune physicien de génie. Il s'appelle Werner von Braun. Depuis qu'il est sorti de l'université de Berlin à 19 ans, il ne rêve que d'une chose, l'espace. Pour le moment, la machine de guerre des nazis l'a mobilisé. Pour eux, il a fabriqué cette fusée. Mais ce n'est pas un engin pour aller dans la Lune. C'est une arme de représailles, une Vergeltungswaffe. En abrégé, un V2. Oui, cet engin ici, avec bien sûr ici, sa tête charge-t-il 1 tonne d'explosifs, suivi par la case d'équipement qui contenait tous les appareils de pilotage et guidage, suivi de nouveau par les 2 réservoirs des carburants, des comburants, l'alcool et l'oxygène. Les premiers essais ne sont guère rassurants. À chaque départ de fusée, les savants de Peenemünde se demandent avec inquiétude si elle ne va pas leur retomber sur la tête. Et de temps en temps, ça arrive. Tout n'est pas encore parfait, mais nous allons arranger cela, promettent chaque fois les ingénieurs.
éclairage, ordinateur, radar. En 2 ans, tous les problèmes vont être résolus par l'équipe de savants de Werner von Braun et par le responsable du programme V2, le général Dornberger. Le B2 est au point. Rayon d'action 400 km, vitesse 5000 km à l'heure. Rien ne pourra l'arrêter. Et pour la défense, pour intercepter les bombardiers ennemis, les savants de Peenemünde inventent les missiles sol-air, le Schmetterling, le papillon, et le Wasserfall, la cataracte. En ce début de 1945, les savants allemands n'ont pas fini de rêver. On a encore pensé à un engin de longue distance, disons, qui permettait de parcourir 5000 km. Et qu'est-ce que vous vouliez bombarder avec ça? Les gens qui attaquaient beaucoup en ce moment en Allemagne, avec des avions. C'est-à-dire l'Amérique. Hitler lance 5000 V2 en 6 mois. 2000 sur Londres, 1600 sur Anvers et une trentaine sur Paris. Mais c'est trop tard en effet, et trop peu. 5000 tonnes d'explosifs en 6 mois, alors qu'un seul raid de bombardiers américains déverse 3000 tonnes de bombes en 1 heure. Et en ce début 45, l'offensive aérienne alliée redouble de violence. Elle a pour but de briser le moral des Allemands. Après les raids de destruction, les raids de terreur. 3 février 1945, 1000 forteresses volantes approchent de Berlin, la capitale du Reich. Dans la salle des opérations de la défense antiaérienne de Berlin, une voix trop connue retentit. Attention, attention. Vague d'avions ennemis signalée au sud. Attention, attention. Achtung. Luftflagmeldung vom Unionsgefechtsstand. Eine Welle der feindlichen Flugzeuge hat die Flakzone im Süden erreicht und wird durch Flakarmee bekämpft. Achtung, Achtung. Un des objectifs ce jour-là, le quartier du ministère, la Wilhelmstrasse, la chancellerie d'Hitler, le ministère de l'air de Göring, le ministère des Affaires étrangères de Ribbentrop, le ministère de la propagande de Goebbels et le quartier général de la Gestapo. Depuis 1 an, 1 million de tonnes de bombes écrasent les villes allemandes. 50 000 tonnes pour Berlin seulement, faisant des milliers et des milliers de morts que personne n'a jamais pu, n'a jamais voulu compter. Et 1 million de sans-abri. Le 13 février, un mardi, le mardi gras, le commandant en chef du Bomber Command, Bomber Harris, lance 3 vagues de B-17 et de Lancaster sur l'Allemagne. Objectif, Dresde. Dans leur soupe, 650 000 bombes incendiaires.
atteint 1000 degrés, provoquant une tornade qui arrache les arbres, renverse les murs. Une tempête de feu dévore la ville. Et 135 000 personnes, hommes, femmes, enfants, périssent dans ce brasier en quelques heures. Est-ce un cas de conscience pour les pilotes de bombardiers, comme le maréchal de l'air Dudgeon? 135 pas que c'était justifié à ce moment-là, parce que c'était notre but essentiel de éliminer le désir et le potentiel pour les Allemands de faire la guerre contre nous. Naturellement, M. Goebbels faisait une propagande que nous attaquons toujours les objectifs qui n'étaient pas l'industrie, etc. Comme ça. Mais c'est pas ça. Pour le pilote, l'équipe, il fait son devoir. Et c'est très dangereux. On peut revenir après, en arrière-pensée, si vous voulez, avec des larmes de crocodile. Ah oui, si on n'a pas attaqué cette ville ou cette ville-là, oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'était le désir absolu de terminer la guerre. Une guerre. Bei Gott, diesen heiligen Eid! Dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und niemals sterben werde. كل شيء بحسابه. كنشوف قديش مع غلا